25. Le monde vient à l'homme en ayant déjà une forme tissée de pensée, qui initialement n'est certes pas une pensée conceptuelle, mais, comme une image, faite de la même substance que celle-ci, non remarquée. Le monde ainsi conçu et pensé n'est pas le monde. Il se donne comme une forme, ou un reflet, pris comme contenu uniquement pour faire connaître la force en vertu de laquelle la forme naît. La forme doit devenir contenu, car la force formatrice est la pensée originale, c'est la pensée vivante qui se reconnaît en elle. Et à travers elle, elle peut puiser dans le spirituel qui se donne comme le monde des sens. La forme pure de la pensée est le véritable contenu, la force pensante du monde. Le monde peut être pénétré, non par la pensée qui ne sait pas quel est le vêtement abstrait de son être, reçu comme apparence, mais par la pensée qui se met en mouvement de ce côté-ci de la limite, en saisissant qu'elle se fait forme d'apparence, ou réflexivité du monde. Mais c'est cette pensée qui, en se saisissant elle-même, poursuit la création du monde, au-delà du ready-made. Ce qui a fait et fait le monde commence à se manifester dans l'humanité, en tant que pensée, qui se donne comme forme des choses. Cette forme est en elle-même une force créatrice, que la pensée réfléchie ne connaît pas et contredit. Le monde veut être pénétré par la pensée qui revit le processus par lequel il est pétrifié en forme, comme la nature, comme le passé, comme l'histoire, parce que ces formes, prises en dehors du processus par lequel elles sont nées et sont devenues des sensations, des images, des pensées, sont la non-vérité qui rend l'homme malade. En vérité, le monde pétrifié est l'esprit, qui se perpétue dans l'homme en tant que vie. Ces formes ne doivent pas devenir réalité, convoitise ou pensée, mais être le moyen pour cette pensée de prendre conscience d'être ce par quoi elle se donne comme forme, feignant la vie, alors qu'elles ne sont que le signe de la vie. La vie n'est jamais perçue mais seulement déduite, la pensée, en ce qu'elle est le mouvement incorporel de la pensée et la force formatrice, dont seuls les effets sensoriels sont captés par la perception. La corrélation avec la vie est déjà présente dans le fait de percevoir, mais personne ne possède le fait de percevoir par essence, dans la mesure où la personne qui perçoit n'est véritablement éveillée chez personne. La perception ordinaire se donne au sujet, mais c'est la fuite continuelle et inaperçue de l'objet de la perception pour sentir son propre corps, c'est-à-dire ce que l'on peut avoir comme sensation de soi sur la base de la conscience réfléchie. Personne ne possède jamais le percevoir, parce que personne ne sait être présent en lui, ou être immobile devant lui, ou donner à lui plus qu'à la sensation de soi. Néanmoins, les gens croient qu'ils perçoivent les objets. Ce n'est que par la pensée originale, non dialectique, que l'on rencontre la vie, en fait, aucun organe sensoriel ne la perçoit jamais, car chacun d'entre eux est structurellement un avec le monde des sens. Il n'existe en fait qu'un seul véritable percepteur, le moi. L'erreur réside dans la substitution de l'âme au moi dans la perception et, en même temps, dans le changement inévitable du contenu de ce dernier la dualité. Les sens sont des organes structurellement corrélés au monde, corrélation dont l'âme soustrait la vie intime pour elle-même dans la sphère subconsciente, et dans laquelle le moi s'insère en ne percevant consciemment que ce qui lui est permis de pénétrer dans de telles circonstances, car son propre mouvement qui s'écoule dans les sens lui semble généralement étranger ou autre, mais étant lui-même identique à la vie du monde. À moins que le moi n'éveille la pensée vivante ou la perception pure, qui reçoivent la vie unique. Vie, mouvement incorporel comme pensée, donc pensée de l'univers, pensée la forme de l'homme. C'est pourquoi on peut dire que la nature est la pensée de l'univers, l'abstraction qui attend d'être pensée à nouveau, soustraite à l'apparence, qui est le premier mouvement par lequel, sans s'en apercevoir, la pensée la fixe dans ce qu'elle serait, pour être, et qu'elle ne parvient pourtant pas à être. Les sens nourrissent son altérité. La pensée n'a pas encore rencontré véritablement la nature, parce qu'elle la dualise, elle ne sait pas la pensée, puisque ce n'est pas cette pensée qui, libre de nom et de forme, peut jaillir comme la lumière intime, ou créer la pensée dont elle apparaît comme une forme pétrifiée. Mais c'est cette forme pétrifiée qui, déjà simplement perçue ou pensée, commence à se résoudre, à retomber immédiatement dans ce qui apparaît comme une forme pétrifiée, car la pensée n'est pas consciente de son pouvoir de dissolution, le pouvoir intime de la pensée qui entre en action dans la volonté librement voulue. La nature est l'abstraction dépendante du mouvement pur qui s'aliène en elle, et tend à se retrouver à travers la personne pensante. La forme dans laquelle elle peut se résoudre est celle par laquelle elle voudrait être pensée avec la force pensée, qui est évoquée à chaque fois et s'éteint pour n'être plus que la force pensée. Forme abstraite. Avec cette force pensée, l'unité originelle du monde tend à s'élever dans la conscience humaine, comme une impulsion supplémentaire vers l'évolution, le dépassement de l'apparence, de la forme abstraite et de la dualité. Cette synthèse est exigée de la pensée, parce qu'elle la porte en elle en tant que transcendance, qui est continuellement sur le point de racheter le monde conformément au logo, mais qui est toujours entravée par une volonté non libre, qui pénètre sa forme réfléchie, la dialectique et la dualité. Elle est généralement manœuvrée par des puissances qui sont des adversaires du logo qui ne fait qu'affleurer dans la pensée, mais qui domine le monde. Le logo domine le monde, même lorsqu'il semble se soustraire à sa domination.